Chers étudiants, je vous invite à approcher la littérature du XIXe siècle à partir de son contexte. C'est la première présentation que nous allons partager ensemble. Orienter notre étude, nous allons nous concentrer sur 4 aspects particuliers qui peuvent nous donner un panorama plus clair de la complexité de ce siècle. Nous allons partir de 4 points. D'abord, les repères historiques, on va les traiter d'une manière très générale. Ensuite, nous allons voir quelle est l'importance de la vie scientifique pendant le XIXe siècle. Ensuite, nous allons examiner très rapidement la vie culturelle qui caractérise la France du XIXe siècle et finalement, nous allons mentionner quels sont les courants littéraires qui marquent ce siècle. Quand vous cherchez les opinions, les études des historiens et des philosophes et des écrivains du XIXe siècle et même du XXe siècle, les opinions sur le XIXe siècle sont générales et elles coïncident dans le fait que la France du XIXe siècle, c'est la terre classique des révolutions. Vous allez voir dans le cours d'histoire et ici très rapidement que à partir de la Révolution française et pendant tout le XIXe siècle, les révolutions et les mouvements politiques se succèdent et que c'est une période vraiment très mouvementée du point de vue des gouvernements et du point de vue de la politique pour les Français. Donc, les notions de pouvoir sont très variables tout au long de cette période. Ensuite, l'histoire, l'évolution qui est vraiment très variable, elle ne laisse pas indifférents les écrivains. Au contraire, elle fonctionne comme un miroir de la littérature. Littérature, histoire établissent une relation spéculaire. L'une reflète l'autre. Et très souvent, nous allons trouver des écrivains qui se donnent comme devoir de témoigner, d'utiliser leur pouvoir et leur talent au service de la consolidation et du registre de l'histoire. Donc, c'est pour cela que le XIXe siècle, c'est aussi le siècle du roman et du roman historique. À partir des œuvres telles que les œuvres de Balzac, les œuvres de Stendhal, de Victor Hugo, on comprend comment les auteurs se sentent engagés et ils sentent qu'ils doivent laisser des traces enregistrées pour l'histoire dans la littérature. Donc ça c'est un aspect très important. Finalement, une autre chose que nous allons prendre en compte tout au long du cours, c'est que le XIXe siècle, c'est un siècle de transition et il va représenter la réalisation des idéaux du XVIIIe siècle, mais aussi il prépare ou il sert comme le laboratoire de tous les progrès du XXe siècle. Cela nous oblige à penser justement à ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle avec les idées de l'illustration et tous les mouvements philosophiques qui cherchaient la liberté et l'égalité comme les idéaux de la société. Donc, ces idéaux prêchés par Montesquieu, par Voltaire et par Rousseau aboutissent à la Révolution française. Et après la Révolution, on va voir cristalliser les idées des philosophes de l'illustration. Après, tous les progrès que nous allons voir dans le domaine des sciences et des techniques vont préparer justement l'ambiance
pour que le XXe siècle soit le siècle de consolidation et des exploits dans le domaine de la science et dans le domaine des techniques. Donc, c'est très important de prendre le 19e siècle comme un siècle où les idées n'arrêtent pas d'avancer. C'est une évolution constante et très rapide. Les gens qui ont vécu à cette époque, ils étaient constamment confrontés à des nouvelles créations, à des nouvelles idées, à des nouvelles machines. C'était vraiment très stimulant, mais aussi très rapide. Et les gens avaient conscience de vivre un moment privilégié des changements de l'histoire. Pour bien observer les changements, nous allons comparer quelques principes de fonctionnement social. Donc, vous avez à gauche tout ce qui représente l'Ancien Régime et à droite les changements à l'État-nation. Donc, l'Ancien Régime, c'est tout ce qui a eu lieu avant la Révolution française, c'est-à-dire avant 1789. Donc, la forme de pouvoir, on passe de la monarchie comme forme de gouvernement, surtout de l'absolutisme établi par Louis XIV, on va passer de la monarchie à l'idée des nations, où la souveraineté n'appartient pas à une seule personne, mais elle devient populaire. C'est le peuple qui prend le pouvoir. Donc, c'est un changement absolument crucial. Ensuite, tout ce qui est marqué par l'Ancien Régime est lié à la tradition, parce que la manière de diriger l'État, la manière de diriger les affaires courantes avait été établie depuis des siècles. C'est-à-dire que certaines coutumes, certaines traditions dataient déjà depuis le Moyen Âge et depuis l'époque féodale. Et elles ont tenu, elles se sont conservées pendant des siècles jusqu'au XVIIIe siècle. Et après la Révolution, on change cette histoire de tradition par une idée et surtout une ambition de progrès. On veut changer, on veut progresser. Ensuite, dans l'Ancien Régime, ce qui dominait, c'était l'idée de religion. La religion était très importante et la relation qu'il y avait entre l'Église catholique et la monarchie en France, c'était une liaison très stable, très forte pour maintenir justement la domination sur les peuples. Et qu'est-ce qui se passe à partir de la Révolution française dans le 19e siècle? Cette idée, cette structure va changer et ce sont les sciences qui vont prendre le devant et qui vont diriger les intérêts des gens. On commence à questionner la prééminence de la religion et les pouvoirs de la foi et on veut des évidences. À partir du moment où on exige des évidences, nous sommes dans le domaine des sciences. Ensuite, vous avez un changement des sujets pour les citoyens. N'oubliez pas que sujet vient justement de l'idée des seigneurs. Tout seigneur féodal avait des sujets. Les sujets, c'étaient les personnes qui étaient soumises au mandat du Seigneur. Et dans un État-nation où tous les peuples est souverain, il ne peut pas avoir des seigneurs et des sujets. Au contraire, ils sont tous au même niveau. Donc, on change à la catégorie des citoyens. On change évidemment alors d'une société divisée dans certaines catégories où il y a des classes privilégiées, on va changer pour l'idée des peuples où il y a eu un groupe social, c'est la société conformée par des individus libres et égaux.
c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui va marquer justement la consolidation de l'égalité devant la loi. Donc, cela établit une nouvelle catégorie sociale et un nouveau ordre pour juger et pour classer les personnes. Ensuite, évidemment, pendant l'Ancien Régime, avec le pouvoir exercé par la monarchie et les nobles, c'est clairement une minorité qui gouvernait sur une majorité. Maintenant, avec les ordres renversés, c'est la majorité qui prend le pouvoir. Et finalement, vous voyez à gauche toutes ces idées. La tradition, la religion, les privilégiés, la minorité, les sujets, ce sont des termes associés au concept de l'oppression. Il y avait quelques-uns qui avaient plus de privilèges, qui étaient plus puissants que les autres. On va changer d'une manière définitive vers l'idéal de liberté, où justement l'égalité c'est d'un rôle central. Donc, ce changement qui va avoir lieu à la fin du XVIIIe siècle a besoin de tout le XIXe siècle pour se consolider et être le plus semblable possible à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais les changements n'arrivent pas du jour au lendemain. Ils ont besoin de décennies et justement d'un siècle complet pour se consolider. Nous allons faire mention de quelques dates historiques qui nous intéressent. Pour les historiens, la division des siècles ne commence pas dans la première année d'un siècle. Elle peut commencer quelques années avant ou quelques années après. Par exemple, pour le 19e siècle, l'accord, c'est qu'il commence juste après la Révolution française, c'est-à-dire en 1789. Et en 1792, nous avons la Première République. Donc, vous pouvez voir que il y a eu une période de 3 ans où c'était le chaos. C'était la lutte, vraiment la révolution, où les ordres étaient vraiment renversés et c'était la lutte des républicains contre les monarchiques. En 1793, c'est connu comme la période de la terreur. Et ça nous donne aussi une idée de comment cette période a été reconnue par la violence et c'est un peu l'étape où justement les républicains réussissent à s'imposer sur les nobles. Cette période est marquée par l'exécution du roi Louis XVI et Marie-Antoinette, ce qui signifie justement l'élimination de la monarchie, une élimination définitive et une situation qui a marqué justement les autres pays de l'Europe où les monarchies étaient encore à la tête des pays. Donc, à partir de cette situation, la France va prendre distance des autres pays d'Europe parce qu'elle a réussi à abolir l'ancien régime et à établir un tout nouveau régime qui donne importance à la démocratie, à la République et à la notion de citoyen-citoyenneté. Cette période est aussi marquée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et en 1799, nous voyons l'arrivée de Napoléon Bonaparte. Donc là, il y a encore un changement, une révolution, parce que Bonaparte, il ne soutient pas la République et il va vouloir établir l'Empire.
de 1804 à 1815, Napoléon Ier se fait sacrer. Il revient à la notion d'empire et non seulement il gouverne sur la France, sinon qu'il veut justement agrandir ses domaines. Donc, plus de détails, évidemment, vous les aurez dans les cours d'histoire avec le professeur Mauricio. Mais ces événements marquent l'histoire, mais aussi la littérature. Et de 1815 à 1824, nous avons la Restauration, c'est-à-dire le retour de la monarchie. Ce qui nous montre que la Première République de 1792, elle était quand même très, très, très fragile. Pour finir cette partie de repères historiques, on continue sur les dates qui ont marqué l'évolution politique. Donc, la France connaît en 1830 encore une autre révolution appelée la Révolution de Juillet. Et à cette époque-là, elle comptait avec 32 millions d'habitants. Mais regardez le petit détail, sur 32 millions d'habitants, il n'y avait que 200 000 électeurs parce qu'il fallait payer pour avoir le droit de voter. Et j'imagine que ça doit être évident pour vous, c'est un privilège qu'on achète. Donc, les personnes d'un certain niveau économique sont exclues et les femmes, évidemment. En 1848, il y a encore une autre révolution, on l'appelle Révolution de février. Et après, il y a la fondation de la Deuxième République. Et Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, a été élu président, mais en 1851, il fait un coup d'État et il se fait couronner aussi empereur sous le nom de Napoléon III. C'est lui qui va mettre la France en conflit contre la Prusse. Et c'est lui qui va perdre la guerre de Prusse en 1871. Une guerre qui a marqué la France parce qu'elle a perdu deux régions, l'Alsace et la Lorraine, qui sont devenues allemandes. Donc, cette guerre va beaucoup marquer la littérature aussi. Et à partir de 1871, on va commencer la Troisième République qui va durer jusqu'à 1940, c'est-à-dire jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale.